À ce qu'il paraît, les Français ont peur de l'argent. Et donc ce patron va nous l'expliquer. Pourquoi les Français s'appauvrissent? En France, on a un problème avec l'argent. Vrai. Investir, c'est pour les riches. Faux. Les banques s'enrichissent. Tout le monde a un problème avec l'argent. En bien comme en mal. C'est le nerf de la guerre. Sur le dos des Français. Vrai. Bonjour, je suis Vincent Grard, je suis le directeur France de Trade Republic et aujourd'hui on va parler d'argent. Les femmes investissent mieux que les hommes. Vrai. Le meilleur investissement, c'est la pierre. Elles investissent pas, elles économisent. Économiser, c'est pas l'investissement. Vrai et faux. On doit investir dans la crypto-monnaie. Vrai. Investir ne comporte aucun risque. Faux. Avec 50 € par mois, je peux investir. Vrai. Trade Republic ne 50 € par mois, t'investis absolument rien, tu vas te former, tu lances un business. révolutionne pas l'épargne. Achète-toi ouvre un site Shopify. Les Français gèrent mal leur argent. Ça se discute, mais vrai. Il faut Tout le monde gère mal son argent, faut arrêter. créer une banque européenne. Elle existe, la Banque Centrale Européenne. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Faux. Je peux devenir riche en investissant. Vrai. Tout le monde peut être riche. Non. Tu deviens riche et tu deviens wealthy grâce à l'investissement. Vrai. Investir, c'est démocratique. Vrai. Investir renforce les inégalités. Faux. Les Français ont peur de l'argent. Vrai. Et faux en même temps. Si j'investis, je peux tout perdre. Vrai. Un investissement est aussi puissant qu'un vote. Vrai. Mon salaire peut reposer uniquement sur mon investissement. Vrai. Un investissement est aussi puissant qu'un vote, on ne va pas oublier les paroles de Staline. Ce qui compte, c'est pas les gens qui votent, mais ceux qui comptent le vote. Ouais, Staline, c'était pas un grand spécialiste de la démocratie. Hein. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom. C'était le cuisinier à l'Élysée, son véritable adversaire. Pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi des Français, c'est le monde de la finance? Non, c'est pas l'ennemi. La finance fait partie du quotidien des Français, si tu veux. Alors, on va pas faire une vidéo politique, une vidéo économie ou je ne sais quoi, mais la finance est un gros problème en France car 60% de la dette française est détenue à l'étranger. Il y a notamment des Américains qui détiennent la dette française. Et tu vois, juste parce que les Américains détiennent la dette française, ils peuvent faire du chantage sur la France, hein. Et donc, du coup, céder à certaines choses au profit des Américains. Tu vois, et c'est exactement pour cette raison que la France n'est pas très souveraine. Et par la même occasion que pas mal de Français galèrent dans leur quotidien. Donc, c'est hors sujet, mais il fallait le dire. L'argent fait partie du quotidien des Français. C'est ce qui permet aux gens d'acheter des choses, c'est ce qu'ils reçoivent quand ils vont travailler, si tu veux. Donc tu peux pas supprimer complètement ce concept de finance. Je pense que les propos de François Hollande sont aussi plus sur l'encadrement et l'intégration et une réduction des inégalités, ce qui est complètement louable. Après, c'est pas ce qu'on voit actuellement sur le gouvernement actuel, tu vois. C'est deux politiques différentes, mais non, la finance n'est pas l'ennemi des gens. La finance fait peur parce que les gens ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été formés ou éduqués. Est-ce qu'on joue sur ces peurs, justement? Ce que je peux te dire, c'est que, simplement un exemple, tiens, je sais pas, tu as dû souscrire à un produit d'épargne déjà dans ta vie. Est-ce que tu as lu les 30 pages de conditions explicatives qui t'ont donné au moment de la souscription du produit? J'ai essayé, mais j'ai vite abandonné. Trop compliqué, si tu veux. Ce sujet-là, je pense que qu'il est volontaire. Si tu veux. Qu'on complexifie les sujets de la finance volontairement pour laisser croire aux gens que c'est compliqué et qu'ils ont besoin des banques et qu'ils ont besoin des conseillers pour pouvoir investir correctement. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que c'est pas compliqué. Tu peux passer 5 minutes par jour pendant 1 mois, te former tout seul sur Internet. Tu vas passer 15-20 minutes à regarder un do-it-yourself sur comment construire ta buanderie tout seul en faisant un hack Ikea. Ouais. Bah, tu fais la même chose. 15 minutes sur comment investir mon argent correctement. Tu fais ça 2-3 fois sur 1 mois. Tu seras parmi les 10% les plus éduqués en France.
Il faut trouver déjà les bonnes personnes qui nous expliquent les bonnes choses, parce que peut-être que c'est des arnaqueurs ou ça peut être des scams, parfois on n'est pas sûr. Donc c'est pour ça aussi quand on investit, Il faut toujours faire ses recherches. Tu as raison, complètement. Le message, c'est surtout la connaissance est gratuite, elle est disponible. Tu vas sur YouTube, tu recherches des gens qui te donnent de la connaissance ou de l'éducation financière, t'en as plein. Et clairement, c'est gratuit. Si tu veux. C'est vraiment un déclenchement, un déclic que les gens doivent avoir. Tu passes une demi-heure à comparer les forfaits mobiles pour aller gagner 10 € par mois sur ton ancien forfait. Pourquoi tu fais pas la même chose sur les sujets d'argent? C'est vraiment ça le sujet. Quand François Hollande il dit mon ennemi c'est le monde de la finance, il parle des stock options, tout plein de termes un peu complexes que justement c'est difficile à définir et à comprendre exactement ce que c'est. Je pense notamment qu'il évoque la crise de 2008 qui a choqué beaucoup de personnes et avec la gestion financière que personne ne comprenait vraiment et qui a causé une crise dont tout le monde s'est senti dépossédé. Est-ce que du coup on peut encore faire confiance justement à ceux qui gèrent l'argent des Français? La confiance, ça s'accorde à partir du moment où tu n'es pas en capacité de comprendre toi-même. Donc tu délègues ce raisonnement à quelqu'un si tu veux. Si les gens commencent à s'intéresser au sujet, commencent à se former, le rapport à la confiance est complètement différent. Parce que tu vas commencer à comprendre de quoi on parle et tu vas pouvoir déjà à minima investir et décider comment tu veux investir de manière éclairée. Et tout C'est un peu simplet ce qu'il dit. Hein. Tu sais, c'est bizarre. Hein. Il a quand même raison dans le sens où dès le moment où tu gagnes de l'argent, la moindre des choses, c'est quand même en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur ce qui se passe dans le monde des finances. En fait, c'est quand même bizarre. Hein. C'est-à-dire que moi et l'argent, tu vois, je pense que tout le monde se pose la question lorsqu'il est pauvre se pose la question de pourquoi les banques sont les banques. Tout le monde se pose cette question. Normalement. Moi, ma première année étudiant, quand c'était chaud, je me disais, mais pourquoi je galère, quoi? Et pourquoi, pendant que je galère, il y a des gens qui peuvent, décider de l'argent, les banques? Petit à petit, lorsque tu te rends compte des choses, lorsque tu apprends les choses, lorsque tu comprends la mascarade du système bancaire, la création ex nihilo, pourquoi les banques, le taux d'intérêt négatif, la mascarade qui est l'euro, la Fed, le dollar et j'en passe. Tu comprends la mascarade. Tu comprends la mascarade. Et t'es frustré. Et là, il est en train de dire, le mec, si derrière tu essaierais d'en savoir un peu plus, ton rapport, la confiance que tu donnes à ce système financier ne serait pas la même. C'est vraiment plus compliqué que cela. Parce que quand tu apprends la mascarade, quand tu comprends la véritable nature du système financier, non seulement tu te rends compte, alors oui, ton rapport au système change, donc ta confiance n'est plus la même, mais la pire des choses, tu te rends compte que tout ceci est une boucle sans issue de sortie. Et donc en fait, tu dois jouer à ce jeu, parce que tu peux pas sortir de ce jeu. Tu peux pas sortir de ce jeu. Parce que la manière dont il est en train de dire la chose, il est en train de dire la chose comme si tout le monde allait simplement arrêter de déposer son argent en banque. Parce que oui, quand tu déposes ton argent en banque, parce que quand tu signes des papiers lorsque tu ouvres un compte bancaire, tu es clairement en train de faire une reconnaissance de dette à la banque. Donc tu as clairement dit à la banque, tiens, je te prête cet argent et tu peux en faire ce que tu veux. C'est une reconnaissance de dette. C'est plus compliqué que cela, tout simplement parce que si tout le monde arrête d'investir son argent, il va se passer ce qui s'est passé avec l'or aux États-Unis. Hein, tu sais, lorsque les États-Unis avaient des problèmes avec leur monnaie et que du coup les Américains avaient beaucoup d'or chez eux, on a voté une loi pour que toute personne qui dépose on a voté une loi qui stipulait que toute personne qui détenait de l'or était à partir de ce jour, le jour où la loi a été votée, criminelle. Et donc du coup tout le monde a déposé ses stocks d'or à la banque. Il se passera la même chose. Hein, si demain tout le monde arrête de déposer de l'argent, le gouvernement mettra en place certaines actions pour que le jeu continue de tourner. Donc c'est un sujet très compliqué. Tout le rapport est différent. Et pourquoi on veut pas éclairer
les gens? C'est pas un sujet qui est tombé dans l'opinion, dans le débat public. C'est pas un sujet qui est considéré comme Le problème n'est même pas d'éclairer les gens parce que le moment où tu découvres cette mascarade, justement, comme je suis en train de le dire, tu te rends compte que c'est vraiment une mascarade en bande organisée et que le seul moyen pour toi de t'en sortir, c'est de jouer à ce jeu. Il y a pas de sortie. Tu joues à ce jeu. Tu peux pas te barrer avec ton argent ailleurs parce que ce sera les mêmes règles du jeu ailleurs. prioritaire, et à tort. On a la chance en France d'avoir une population qui épargne beaucoup. Si tu veux, l'effort, quand on dit aux gens il faut investir, on parle pas d'un effort où on dit aux gens supprimer un resto sur 4 par mois. Parce qu'en fait, ça, ils le font déjà. Il y a 17% des revenus, en moyenne, qui sont mis de côté. Vous ne vous enrichirez jamais en épargnant. Alors là, faut arrêter de croire que épargner vous rendra riche. Arrêtez de croire que épargner vous permettra d'économiser de l'argent. C'est faux. Hein, on a créé le capitalisme pour ça. Le capitalisme signifie taux d'intérêt et réallocation du capital. C'était exactement pour ça qu'on a créé le capitalisme. C'est, t'as mis 10 euros sur ton lit, écoute, donne-moi les 10 euros, je vais jouer avec, je gagne 13 euros, je t'en passe 11, j'en prends 2. C'est exactement ça. Et puis, sans même parler des banques, le mindset que tu dois avoir, c'est un mindset d'abondance. Hein, c'est-à-dire tout le temps réinvestir ce que tu gagnes pour essayer d'en gagner plus. Et troisièmement, tu vois, la monnaie, ça fluctue. Et actuellement, les temps sont durs. Et donc, la monnaie perd tous les jours de sa valeur. Et donc, épargner n'est absolument pas la solution. Et les Français épargnent beaucoup sans véritable comprendre le fond du problème. Sur le salaire net. La moyenne européenne est à l'entour de 13%. Donc cet effort-là de prendre l'argent, de le mettre de côté, les Français le font déjà. Maintenant, c'est... Vous devez arrêter de faire cet effort. Arrêtez de prendre l'argent et de l'épargner. Prenez l'argent et prenez des risques. Sinon, vous ne serez jamais riche. Il faut arrêter avec ce mindset. Prenez l'argent, épargnez-le. Sinon, la banque fera le travail à votre place. Et quand elle s'enrichira, elle vous remettra l'argent que vous lui avez prêté, entre guillemets. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous déposez l'argent, vous prêtez à la banque. Comment je tire parti de cet argent pour qu'elle grossisse et qu'elle vienne à la fin m'aider quand je serai plus en situation où je travaille. Mais le fait qu'on n'en parle pas, est-ce que c'est parce que justement On en parle, arrêtez. On en parle, on est sur Internet, tout le monde en parle. C'est juste que vous êtes tout simplement paresseux. Vous êtes paresseux, vous faites le problème et du coup vous épargnez en vous disant non, j'ose espérer que la banque ne me confisque pas mon argent. Le déni, hein, c'est quelque chose de très dangereux dans la vie. Les banques ont tout intérêt à faire en sorte qu'on s'y connaisse pas vraiment. Est-ce que Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'éducation? Est-ce que c'est parce qu'il y a un tabou sur l'argent? Les gens ont peur de l'argent, donc ils n'en parlent pas? Les trois sont clairement liés. Alors, il y a un gros problème avec les banques. Je coupe, mais c'est important. Les banques ne sont pas le grand méchant loup du monde. On vit dans un monde capitaliste. Et le capitalisme, c'est exactement ce que je viens de dire. Taux d'intérêt et réallocation du capital. C'est de cette manière qu'on s'enrichit. On a créé le capitalisme pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'investir, il y a des personnes qui sont capables de le faire, et c'est un jeu où tout le monde est gagnant. Tu as 10 euros, tu ne sais pas les réinvestir, passe-les-moi, je vais les réinvestir, je vais les transformer en 15 euros, j'en prends 3, tu en prends 12, tout le monde a gagné. C'est pour ça que le capitalisme a été créé, pour que tout le monde s'enrichisse derrière. Et les banques sont un acteur majeur au capitalisme. Les banques, elles s'en mettent plein les poches, mais lorsqu'elles s'en mettent plein les poches, si tu comprends le jeu, tu peux aussi t'en mettre plein les poches. Aussi simple que ça. Les banques, grâce aux banques, il y a des gens qui sont devenus riches. Beaucoup de Français sont assez cons pour faire des crédits immobiliers en leur nom, hein, et rester et vivre dans cet appartement où ils ont pris un crédit immobilier. Ça ne change absolument pas d'une personne qui loue un appartement. Par contre, il y a des Français, très peu, qui ont parfaitement compris les règles du jeu et qui, grâce au taux d'intérêt avec les banques, s'en mettent plein les poches avec les banques. Les banques ne sont pas des grands méchants loups. Les banques, si vous savez jouer à ce jeu avec les banques, vous allez vous enrichir avec les banques. Tout simplement. Et une deuxième chose, les banques, vous savez, elles sont comme vous. Aujourd'hui, les banques, elles ont toutes fait faillite à cause des gouvernements.
les gouvernements, les politicards, le Parlement européen, les politicards qui ont vendu les intérêts du peuple au détriment, qui ont vendu les intérêts du peuple pour certains oligarques, hein, pour certains, on ne sait pas, des personnes, le monde de la finance, justement, certaines personnes qui contrôlent des marchés. Les banques, elles ont fait faillite comme le peuple. Hein, parce qu'on a dévalué on a dévalué l'euro, on a mis les taux d'intérêt négatifs, et le problème c'est que la banque elle s'enrichit grâce aux taux d'intérêt. Donc il faut arrêter de diaboliser les banques. Si vous comprenez les règles du jeu, vous allez vous rendre compte à quel point les banques peuvent être votre ami. Hein, tout le monde crache sur Patrick Drahi. Patrick Drahi, il a juste compris le game et il s'en est mis plein les poches. La dette, ce n'est pas un problème. Arrêtez d'épargner. C'est exactement pour ça que les Américains sont plus riches que les Français. Parce que les Américains, eux, la relocation du capital, ils comprennent un peu mieux que les Français. La prise de risque, ils comprennent un peu mieux que les Français. Et la dette, eux, ils sont complètement décomplets vis-à-vis de la dette. Faut pas avoir peur de la dette. C'est quelque chose de bien. C'est tu sais l'utiliser correctement. Les gens ont peur de l'argent, ils n'en parlent pas. Du coup, ils s'éduquent pas. Du coup, quand t'es pas éduqué, l'alternative, c'est tu vas avoir besoin de quelqu'un dit expert pour le faire à ta place. Donc c'est le meilleur moyen de perdre ton argent. Si tu comptes sur quelqu'un pour gérer ton argent, ne sois pas étonné le jour où tu fais banqueroute. Ne sois pas étonné. Oh là là. Tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux en fait. Et oui, les banques utilisent ça complètement pour vendre des produits financiers qui sont plus ou moins margés, comme on dit, avec une marge plus ou moins importante, ce qui permet de faire vivre le système financier. Ouais. Et aujourd'hui, tu peux le regarder très simplement. Les record de profit des banques, les chiffres parlent. Le but c'est de faire... c'est un peu démago. On parle du record de profit des banques quand elles font justement des records de profit, mais personne ne parle des banques lorsqu'elles perdent plein d'argent, tu vois. C'est exactement comme le pétrole. Quand le pétrole augmente, tout le monde parle de Total qui fait des profits. Lorsque ça baisse, personne ne parle de Total. Hein, c'est exactement pour ça. Vous savez, si je vais vous expliquer un truc, si les banques sont devenues très agressives, c'est-à-dire qu'elles mettent plein de petites taxations sur votre compte bancaire, pas taxation, plein de petits, voilà, elles ont mis en place plein de petites commissions sur votre compte bancaire, c'est parce que les banques ont fait faillite et qu'elles essayent désespérément de faire du bénéfice. Parce que leur source principale, qui était le taux d'intérêt de base, ne fonctionne plus à cause de ces fous de députés européens qui font souffrir tout le monde. À la base, à l'époque, les banques, le compte bancaire, c'était gratuit. À la base, tout était gratuit. Parce que la banque, elle n'avait que faire, elle faisait son bénéfice sur le taux d'intérêt. Mais depuis que maintenant rien ne va plus, la Société Générale est en faillite, BNP est en faillite, BNP est la banque française et je pense l'une des banques européennes du monde qui a le plus d'actifs, c'est que des actifs poubelles parce que le gouvernement les oblige à investir dans ces actifs poubelles, on les interdit d'aller investir là où il y a de l'argent en Asie, hein. Et justement, et les banques, elles sont coincées comme vous. Donc, stabiliser, ça sert à rien. Faire du profit pour les banques ? Bien sûr. Et de pas les banques sont des entreprises commerciales. Le but, c'est de faire du profit. Les banques sont des entreprises comme les autres, avec des actionnaires aussi. Le but, c'est de rémunérer aussi l'actionnaire au bout d'un moment pour la prise de risque qu'il a pris en investissant dans la société. Et pour réaliser du résultat net, tu as deux solutions. Soit tu augmentes ton chiffre d'affaires, soit tu baisses tes coûts. L'ensemble des banques travaillent à augmenter le chiffre d'affaires. Mais est-ce que la majorité des banques ne fait pas leurs chiffres sur justement des entreprises ou des flux beaucoup plus importants que juste la petite épargne des Français ? Est-ce qu'ils auraient intérêt du coup à maximiser leurs profits sur... C'est quoi la petite épargne des Français ? L'épargne du tout un chacun. Personne n'a, on prenait l'exemple tout à l'heure, personne n'a 600 000 euros, enfin très peu de gens ont 600 000 euros. Tu connais la moyenne française qu'il y a sur les comptes courants ? Lui, il n'a pas appris ce qu'on appelle comment ça s'appelle ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a 1 euro déposé dans un compte bancaire, la banque a le droit d'en prêter 9. Ça s'appelle la réserve fracturée. Comment ça s'appelle ? Faut que je retrouve le truc. Mais tu vas me la dire. 18 000. Il y a en moyenne 18 000 euros sur les comptes des Français par foyer fiscal en France, ce qui est énorme. Et cet argent-là, elle n'est pas rémunérée. Personne qui donne d'argent. La banque le prend, elle le place, elle te donne pas d'intérêt. Personne n'en parle. Tu trouves normal, toi,
de devoir payer des intérêts quand t'empruntes à la banque. Les systèmes de réserve fractionnaire, voilà, c'est exactement ça. Tu fais un crédit conso, tu fais un crédit IMO, t'empruntes, tu payes des intérêts. Est-ce que tu trouves normal que la banque te paye pas d'intérêt sur ton argent? Parce qu'en fait, quand tu déposes ton salaire tous les mois sur ton compte bancaire, bah c'est comme si tu le prêtais à la banque. Parce que Je l'ai dit, mais il a dit quelque chose aussi qui est important. Il a dit, t'as qu'à lire la notice. C'est écrit, t'as qu'à lire la notice. C'est-à-dire que ton argent, t'es même pas capable d'être attentif vis-à-vis de ton argent. C'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Hein. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les gens sont les moins regardants vis-à-vis de leur santé, sont de moins en moins regardants vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, sont de moins en moins regardants vis-à-vis de la gestion de leur propre argent, durement gagné. C'est incroyable le monde. Après, on va dire que Macron est le grand méchant loup. Macron est un bâtard, c'est un banquier, il en a que faire de nous, blablabli, blablabla. Voilà, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. C'est toujours la faute de l'autre. Mais quand tu regardes les actions de cette personne au quotidien, elle ne fait absolument rien de sérieux pour faire attention à ce qui pourrait se passer dans son futur et le futur de ses proches. Incroyable. Concrètement, l'argent, il reste pas sur le compte il est bancaire. affiché sur ton compte, Ouais. mais derrière, Qu'est-ce la qui se banque passe derrière ? elle l'a placé à la BCE, par exemple. Donc mon argent, il est placé dans une autre banque. Oui, à la Banque Centrale Européenne. Ouais. Et la Banque Centrale Européenne, c'est placé tous les soirs, en fait, c'est en format journalier. Et la Banque Centrale Européenne, là, depuis septembre 2023, rémunère à 4% par an d'intérêt les dépôts que les banques leur donnent. Donc concrètement, Concrètement, j'ai mon salaire, je le mets à ma banque, Oui. classique. il te rapporte 0 à toi, Mais il quand je le rapporte mets, 4% à ta banque. donc quand je le mets dans mon truc, la banque la met. Tu vois, et il a raison. Et là, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était juste en fait de déposer cela sous forme c'est d'action de taux d'intérêt. Parce qu'en fait, les gens parlent d'argent comme s'il n'y avait que l'argent réel. Il y a l'argent réel et il y a le taux d'intérêt. Et ben en fait, au lieu de dépenser ton argent bêtement, il fallait plutôt dépenser ton argent, je pense, sous forme d'action. Et à ce moment-là, ce n'est plus une reconnaissance de dette. Là, par contre, c'est autre chose. Et à ce moment-là, la banque te doit des taux d'intérêt. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Mais tu vois, mais ça s'apprend sur Internet et ça s'apprend gratuitement. Et on se répète, mais il a totalement raison. Ça, tu peux l'apprendre. Et la BCE, et la BCE leur donne 4% en plus de ce qu'ils ont mis. Oui. Donc, sur mon salaire, il y a 4% en plus. La banque m'affiche toujours le même salaire. 4%, c'est un taux annuel, hein, je Oui. précise. Ok, d'accord. Et donc, ça marche comment ? C'est tous les ans, ils mettent Tous des les jours. jours. Et à la fin de l'année, ils sont Non. rémunérés sur 4% ou... Non, la compensation doit se faire de façon journalière, je pense. Ce que tu dis, c'est que nous, notre salaire, enfin l'argent qu'on met sur notre compte, c'est toujours le même qui est affiché. En revanche, la banque, elle, a gagné 4% en plus par rapport à cet argent. Mhm. Et tout le monde trouve ça normal. Parce que, en fait, ça fait 40, 50 ans que ça dure. est-ce que en c'est pas un France, modèle financier aussi qui permet pour les banques de se rémunérer ? c'est un modèle, Qui est assez, on se dit, la banque me rend un service. c'est un modèle qu'on a tous connu. Toi, moi, c'est quelque chose sur lequel on est habitué. On n'a jamais eu d'argent en tout cas, on n'a jamais touché d'intérêt sur l'argent qu'on a à la banque. Hormis celle qui est Tu peux toucher les intérêts quand tu déposes ton argent à la banque. Par contre, je n'arrive pas à trouver le mot. Par contre, ne le dépose pas comme ça en cash. Tu le déposes sous forme d'action, je crois, ou il y a une forme. C'est pas assurance vie, c'est sous forme d'action. Et à ce moment-là, ce n'est pas une reconnaissance de dette. Là, par contre, c'est vraiment de l'argent que tu as prêté à la banque et qu'elle doit te rembourser avec intérêt. Je sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve le terme exact. Mais tu peux aller à la banque, déposer cet argent correctement en leur disant, voilà, je veux que ce soit déposé sous forme d'actif. Et par contre, vu que la banque, elle est coincée à cause des réglementations du gouvernement, elle va te dire, ah, mais vous pouvez investir que ici, ou bien que là, jamais en Chine, ou jamais en Russie, ou jamais au Brésil. Et tu te rends compte vite que le système est douillé. placée, mais celle qui est disponible sur le compte courant n'a jamais touché d'intérêt. Petite session historique, ça dure depuis les années 60. En fait, dans les années 60, les salaires étaient encore payés en majorité en espèces. Et l'État voulait pousser les gens à se bancariser.
Oui, parce que donc, l'argent en espèces, les gens ne mettaient pas forcément l'argent dans les banques. Ils Les le gens gardaient n'avaient chez pas eux de dans un compte courant, coffre. le compte courant n'était pas aussi répandu. C'était pas obligatoire Parce que le cash, c'est la liberté. Et l'État, votre liberté, d'avoir un RIB Exactement. pour son salaire, etc. Maintenant, c'est obligatoire. Dans les années 60, ça l'était pas. Et donc, l'idée, c'était de dire, pour inciter les gens à ouvrir des comptes bancaires, à déposer l'argent dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas leur faire payer de frais de gestion ou de frais de tenue de compte, on appelle ça. Donc, c'est les frais sur lesquels la banque se rémunère pour gérer ton compte, en fait. Ni le chéquier. Parce que le chéquier, c'est un document papier, ça coûte des frais d'imprimerie, et ainsi de suite. parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit, et bah du coup, elle se fait de l'argent sur toi. Quand tu dépenses ton argent comme un con, bah elle prend ton argent, elle va gamble avec, tout simplement. Donc il y avait une sorte d'entente sur le fait que on te rémunère pas les intérêts sur ton argent, mais en contrepartie, on ne te fait pas payer ton moyen de paiement ni l'utilisation de ton compte. Ce qui est très bien, ce qui a fonctionné. Les gens ont ouvert des comptes bancaires, les gens ont commencé à utiliser les banques. Bah, je dis ça ne fonctionne plus, tout simplement parce que les banques ont fait faillite. Et donc, du coup, on devient de plus en plus agressif, on met des petites commissions et on essaie de gamble le maximum possible. Hein. Faut comprendre, hein, quand je dis qu'on essaie de gamble le maximum possible, c'est tout simplement parce qu'en fait, il faut comprendre que les gouvernements interdisent aux banques d'aller gamble là où elles peuvent être sûres de gagner le plus d'argent. Le meilleur moyen actuellement de se faire de l'argent dans le monde, c'est en Asie, et les gouvernements empêchent les banques d'aller se faire de l'argent en Asie. Sauf s'il faut qu'elles jouent à certains stratagèmes, hein, voyez-vous. Voilà. Et donc, du coup, bah, malheureusement, elle est obligée de jouer au gamble aux États-Unis, hein, au marché financier, à la bourse de New York, hein, malheureusement. Voilà. Et c'est exactement pour ça que les États-Unis sont un cancer pour l'Europe, un cancer pour la France, un cancer pour les pays occidentaux et européens. Et étant donné que c'est plus difficile de gamble sur les marchés financiers américains parce que c'est une grosse bulle manipulée et que c'est pas évident, et ben elles le font, elles essaient de faire du bénéfice du mieux qu'elles peuvent. Mais voilà, on fait moins de marge qu'avant parce qu'à l'époque, l'époque dont il parlait là, quand il disait qu'à l'époque c'était plus facile, à l'époque il y avait moins de restrictions, il y avait moins de, c'était gratuit d'avoir un compte bancaire. À cette époque-là, la bourse américaine, tout allait bien, le dollar était bien respecté, le dollar tournait bien, on ne faisait pas tourner la planche à billets, et donc du coup la bourse américaine était correcte, et les bons du trésor américain étaient des vrais bons du trésor américain. Aujourd'hui, on fait changer le taux d'intérêt, ça passe négatif, ça augmente, ça baisse. Le problème, c'est que quand le taux d'intérêt d'un bon du trésor américain ou français de 10 ans, bah, il change, il passe en négatif ou bien il augmente, toi, tu te fais enculer alors que tu as prêté il y a 10 ans. Et c'est exactement le problème qu'ont les banques. Le gouvernement force les banques à avoir du bon du trésor français. Et les assurances vie que les personnes prennent sans même savoir. Il y a des personnes qui pensent que les assurances vie, c'est des assurances vie sur leur vie. Incroyable. Les personnes ne regardent jamais ce qu'il y a à l'intérieur des assurances vie, et pour la plupart, c'est des bons du trésor français. Parce que le gouvernement force les banques à avoir des bons du trésor français, et les banques essaient de se débarrasser de cela en vous les passant à vous. Et ça, il faut juste faire ses propres recherches. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les banques de gamble. Et donc, du coup, elles sont obligées, faire du cash en économie réelle en vous mettant des commissions. C'est comme il a si bien dit, tout ça, c'est du capitalisme, c'est du profit. Sauf qu'en fait, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui utilise de chèque. Je crois qu'on est descendu à 3%, ça représente 3% des moyens de paiement. Les frais de tenue de compte, tout le monde en paye, globalement. Ta carte bancaire, tu la payes. En fait, le deal, il y a une partie qui est tombée, mais il y a l'autre partie qui est toujours en vigueur. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on a incité les gens, les banques ont fait en sorte d'inciter les gens à utiliser des comptes bancaires. L'État a voulu inciter les gens à se bancariser. Et donc, pour ça, on a mis en place C'est pour mieux vous contrôler quand vous sortez dans la rue, protester contre Macron. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Justin Trudeau, et les twerkers, Dès qu'on s'est un peu révolté, allez hop, on gèle le compte bancaire. Voilà. Bon, il y a encore des pays qui ont le réflexe du cash comme les Allemands et les Suisses, les Américains aussi, mais ils veulent vous contrôler. Des atouts pour les banques, c'est ça ce que tu dis, donc des taux, etc. Et surtout que comme la France ne fait que des conneries avec sa dette,
Hein, la France perd de plus en plus en crédibilité. Elle est passée à 2A- avec son agence corrompue Standard & Poor's. Donc la France a de plus en plus de mal à s'endetter. Hein. On rappelle que la dette, ce n'est pas un problème si tu sais, si tu gagnes toujours plus que le taux d'intérêt de la dette. Donc si tu empruntes à 3% et que toi tu fais du 4%, c'est pas un problème la dette. Il y a 1% de bénéfice. La France a de plus en plus de mal à emprunter. Donc tu vois bizarrement Macron se balader de plus en plus avec les Chinois, les Qataris et j'en passe. Pour un maximum essayer de vendre du bon du trésor français et d'augmenter la dette. Bruno Le Maire va vous dire que, regardez, on s'enrichit, le PIB a augmenté alors que le PIB, c'est de la dette. C'est de la dette pas pour faire du business, c'est de la dette pour continuer de payer le train de ces personnes. T'es ministre 6 mois après, t'as 17 retraites. Et ensuite, derrière, quand Macron réussit à faire en sorte de prêter cet argent à ces oligarques inconnus, tu sais, ces autocrates qataris, ces oligarques américains, et j'en passe, eh bien, il faut une garantie. On va dire, Macron, écoute, ta dette, elle est pas bonne, là. Comment est-ce que tu vas rembourser ? T'inquiète. J'ai dit à la banque de verrouiller, de serrer la vis pour ce qui est des comptes bancaires français. Donc, s'il le faut, t'inquiète. J'appelle la banque. Elle tire l'argent et je vous le renvoie. Ok, d'accord, Macron, c'est bon, vas-y, allez, tiens. Tu veux combien, Macron ? Ok ? C'est bon, allez, tiens, prends. Voilà. Et c'est exactement pour ça. Qui permettaient de les rémunérer. Oui. Et aujourd'hui, maintenant que le monde est bancarisé, il n'y a plus d'intérêt à récompenser les banques pour faire venir des gens chez eux. C'est ce que tu dis, pour être clair ? Non, ce que je te dis, c'est que à l'époque, tu payais pas ton compte bancaire, tu payais pas de frais de tenue de compte. Et en contrepartie, la banque garde les intérêts qu'elle génère sur ton argent. Oui, Sauf que maintenant, tu payes des frais de tenue de compte, tu payes ta carte bancaire et la banque garde quand même les intérêts. Je vous ai donné la raison. Donc il faudrait enlever l'un des deux. Il y en a déjà un qui est enlevé de facto. Vu que maintenant, tu payes des frais de tenue de compte, tu payes ta carte bancaire, tu payes tout. Et en plus, la banque te conserve tes intérêts. C'est simple, tu regardes les résultats des banques, là, même des banques françaises. On parle de profit record, moi, c'est lié à la hausse des taux, parce que la marge qu'ils se font, elle a augmenté. Moi, le seul truc que j'ai comme problème avec cette personne, c'est qu'il est en train de diaboliser les banques. Alors que c'est du capitalisme, vous essayez de vous enrichir, les banques essaient de s'enrichir. Et je répète, grâce aux banques, il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches parce qu'ils comprennent les règles du jeu. Et lui, malheureusement, il est en train de diaboliser les banques, alors que je pense que c'est un patron de banque, c'est ce qui est écrit dans le titre de la vidéo. Il est en train de diaboliser les banques, je ne sais pour quelle raison, alors qu'en réalité, il devrait plutôt dire que les banques, si vous savez jouer avec elles vont être vos amis. Donc, les banques ne sont pas vos ennemis, malheureusement, oui, elles sont coincées comme vous avec le gouvernement. Donc, elles vous ont trouvé comme bouc émissaire pour essayer de creuser leur déficit sur leur valeur comptable. Elles ont trouvé vous comme bouc émissaire, mais si vous savez parler leur langage, vous pouvez être un très bel ami pour ces banques. Tu vois, avant, quand un très bel ami de ces banques. Les taux étaient à 1%, par exemple, la banque se faisait 1% sur tes dépôts. Maintenant que c'est à 4, elle se fait 4%. Donc, ça génère des profits records, c'est très visible. Tu ouvres le bilan de la banque, tu regardes marge d'intérêt, tu vas voir, c'est une belle flèche vers le haut. Et donc, la Société Générale, tout le monde sait que la Société Générale a fait faillite. Tout le monde sait que la Société Générale a fait faillite. Et vous devez aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a les banques sont dans la merde comme vous. Parce que vous avez les banques commerciales et vous avez les banques étatiques. C'est les banques étatiques qui frappent l'argent. Les banques commerciales ont la création ex nihilo. Et le truc derrière, c'est que les banques, elles se prêtent entre elles. Elles se prêtent entre elles. Il y a du taux d'intérêt, mais elles se prêtent entre elles. Et lorsqu'une banque fait faillite, tout le monde fait faillite. Parce que si une banque fait faillite, elle ne sera pas capable de rembourser la dette pour les autres banques. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Donc les banques, elles aussi, elles sont dans la merde, tu vois. Donc, et là, Société Générale, il est en train de la diaboliser, mais il faut savoir que Société Générale, c'est une banque qui est terminée. Donc, 1, comprenez le jeu des banques, et de 2, investissez dans les banques privées. Les banques privées qui, elles, font vraiment du cash et qui sont en surplus.
pas les banques traditionnelles, parce que malheureusement, les banques traditionnelles, elles ont un problème, c'est les gouvernements qui les forcent à acheter des actifs pourris, comme des obligations de l'État français. Aussi simple que ça. Exactement comme... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Exactement... J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais les banques traditionnelles, elles sont condamnées. Donc, comprenez le jeu de l'argent. Comprenez à quel point vous pouvez vous enrichir avec les banques, que ce soit dans l'immobilier ou à travers des actifs, et allez travailler avec des banques privées. Des banques privées. Avec tout ce que tu viens de m'expliquer, concrètement, où va l'argent des Français? Elle reste dans les banques, investie en même temps à la banque centrale, qui la rémunère pour ça. Ça, je te parle de la liquidité disponible des comptes courants. Tu as plein de types de placements ensuite. Tu as les assurances vie, du coup, l'argent part chez les assureurs. Tu as les livrets réglementés du type livret A. Donc ça, concrètement, c'est j'ai de l'argent, je décide soit de le mettre dans une assurance vie, soit de le mettre dans un livret A, soit de le mettre sur mon compte courant, qui n'est pas rémunéré, ce que tu dis aujourd'hui. Et ça, soit de l'investir. Alors, tout ce qu'il vient de dire, assurance vie, livret A, la majorité des produits qui constituent ces actifs financiers, c'est des bons du Trésor français. Hein. Donc, c'est de l'obligation de l'État français. Et c'est de la merde. Donc là, dans des actions... Dans des actions, des obligations, dans la vie, si tu veux. Le livret A, par exemple, qui finance les logements sociaux en France. D'accord. Cet argent-là, elle est prêtée et elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'organisme d'État central sur ces sujets-là. D'ailleurs, ça finance aussi maintenant l'industrie de l'armement, depuis très récemment. Le livret A. Oui. Okay, donc, quand je mets de l'argent dans le livret A, ça finance à la fois les logements sociaux, donc je permets aux logements sociaux d'exister, et je permets aussi à la France de s'armer. Tu permets à l'État de financer des sujets d'armement, oui. Ok. C'est un peu controversé, ça se discute, mais voilà, il faut le savoir. Et ensuite, tu peux l'investir en effet dans des actions, dans des obligations. Donc là, tu choisis d'investir dans des entreprises, en fait, de participer à la croissance économique mondiale. En France, il y a des entreprises qui sont très connues, elles sont regroupées dans le CAC 40. Ouais. Donc c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, donc tu peux acheter et vendre des actions. Okay. Comme les plus connus, c'est LVMH, c'est Total. Voilà, c'est les fleurons, comme on dit, de l'industrie française. Et ça, tu vois, tu me posais la question en début d'émission, est-ce que l'immobilier, c'est le meilleur, c'est le meilleur investissement, meilleur placement ever? Je t'ai dit oui et non, parce que quand tu regardes toutes les classes d'actifs, donc les classes d'actifs, c'est tous les... L'immobilier existe. Retenez ça, s'il vous plaît, les amis. Hein, parce que faut arrêter. Les Français ont cette croyance en l'immobilier. Hein. Même les Chinois ont cette croyance en l'immobilier. Mais là, maintenant, ils sont en train de payer cher avec Evergrande. L'immobilier existe pour que les banques puissent monétiser un maximum. La banque, de base, s'enrichit grâce au taux d'intérêt. Donc la banque a investi dans l'immobilier pour ensuite donner des maisons à des particuliers avec un taux d'intérêt et elle faire du bénéfice sur ce taux d'intérêt. Car les banques ont des règles. Tu ne peux que t'enrichir grâce au taux d'intérêt. Voilà. Donc l'immobilier, de base, existe pour que les banques s'en mettent plein les poches. Et derrière, pour que le narratif passe, ça c'est une base du marketing, tu dois identifier les croyances fondamentales d'un marché, et si ce marché n'a pas de cette croyance fondamentale, t'as qu'à juste l'éduquer tous les jours pour que ça en devienne une de croyance fondamentale. Donc, on s'est vite rendu compte que ça excitait les gens d'avoir de l'immobilier. Donc, on a fait tout un marketing, tout un narratif dans plein de pays du monde sur... faut savoir que ça concerne les riches et les pauvres. Sur le droit de propriété, tu vas être propriétaire, ton appartement. Les riches et les pauvres, parce qu'il y a des riches qataris, saoudiens aussi qui investissent en France. C'est pour ce qu'on appelle le capitalisme, comme je l'ai dit, la relocation du capital et le taux d'intérêt. C'est-à-dire, tu donnes ton argent, tu vas acheter tu prends un château en France. Moi d'ailleurs, j'ai du capital, j'ai la relocation, je peux aller faire après du gamble dans les marchés financiers. Donc, tu renforces un narratif, le droit de propriété, tu veux être propriétaire, nanani, nanana. Alors que, dans le fond,
t'es pas propriétaire. Dans le fond, t'es propriétaire avec l'État, parce que l'État, tu le payes tous les jours. Et entre les deux, le middleman, la banque, s'en met plein les poches. Ce n'est pas grave, faut pas diaboliser. Je dis juste que tu dois comprendre les règles du jeu pour toi aussi t'en mettre plein les poches. Donc si t'es assez stupide pour faire un crédit immobilier aujourd'hui, alors que c'est encore plus difficile qu'avant, à l'époque de nos grands-parents, avant, tu vois, tu pouvais juste acheter un bien et ça prenait en valeur. Parce qu'on était dans un paradigme économique complètement différent. Aujourd'hui, la monnaie n'a plus aucune valeur. Et on a tué la classe moyenne et on est en train de tuer la classe supérieure moyenne. Tu sais, la upper middle class. Tu vois, on est en train aussi de la tuer. On est en train de tuer le 1%, le top 1%. Hein, il va rester le top 0,1%. On est aussi en train de le tuer. Et toi, si tu écoutes bêtement tes parents qui te disent d'acheter des appartements alors que le monde a complètement changé, hein, et que t'es pas assez malin pour acheter un bien immobilier, hein, en te disant oh, je vais faire une plus-value sur ça, et tous les mois rembourser la banque, t'as absolument rien compris. Hein. L'immobilier, tu dois le voir comme un business où tu achètes des biens. Tu fais de l'intérêt, tu fais du taux d'intérêt, tu fais une plus-value sur le taux d'intérêt avec la banque, et il faut le penser comme un business. Si t'es assez malin pour prêter un bien et vivre dedans, franchement, faut pas après traiter les banques de méchants, hein, ou bien dire que c'est la faute de Macron, hein, franchement. Les actifs possibles dans lesquels tu peux investir, donc t'as l'immobilier, t'as les actions, t'as les obligations. Au final, sur une période longue, donc 15-20 ans, c'est les actions qui restent le plus rentable. Devant l'immobilier. Okay. Potentiellement pas devant l'immobilier parisien qui a une très très grosse hausse, mais si tu prends l'immobilier au global... Voilà. Donc, investissez dans les actions. Formez-vous juste. Après, vous allez vous plaindre que les Américains sont plus riches que vous. Bah ouais, ils investissent. Tu sais, 70% de l'épargne des Français va dans l'immobilier, 70% de l'épargne des Américains va dans les actions, va dans les marchés financiers. C'est peut-être pas 70%, mais une grosse partie. Aussi simple que ça. Tu sais, c'est très simple. Pour savoir exactement quoi faire, il n'y a pas que les actions. Tu as les actions et les obligations. Les actions et les obligations te proposent de t'enrichir grâce à un intérêt. Hein. C'est-à-dire que tu vas emprunter, voilà, ils te garantissent un intérêt de je ne sais combien. Les obligations, c'est principalement les États. Les actions, c'est principalement tout ce qui est privé. Aussi simple que ça. Si tu veux savoir, si tu dois investir dans les actions ou bien les obligations, il te suffit juste de regarder la situation d'un pays vis-à-vis de son économie réelle. Est-ce que sa monnaie se porte bien ? Est-ce que ce pays a une bonne balance commerciale ? Est-ce que son pays, est-ce que sa monnaie représente véritablement son économie ? Qu'elle soit sous-évaluée ou surévaluée, ce n'est pas le problème. Est-ce que sa monnaie est en corrélation avec son pays ? Est-ce que le gouvernement respecte les règles du jeu ? Si tout ceci est valide, investis plus dans les obligations, comme en Chine. Si tout ceci n'est pas respecté, n'investis jamais dans les obligations. C'est-à-dire que le gouvernement fait de la merde. Et là, par contre, tu peux avoir certaines sociétés qui, elles, s'en sortent parce qu'elles réussissent à faire de l'argent hors du pays qui fait de la merde. Et là, tu peux quand même faire de l'argent. Exemple, LVMH. LVMH, la France fait n'importe quoi, mais LVMH fait de l'argent hors de France. 90% du chiffre d'affaires de LVMH, sachant que l'impôt français est territorial, c'est-à-dire que de base, la France ne t'impose que si tu as fait de l'argent en France, pas si tu as fait de l'argent hors de France. LVMH fait de l'argent hors de France. Bah forcément, les actions LVMH, si tu ne peux investir que en France, achète du LVMH. Par contre, si tu peux investir en France et hors de France, alors à ce moment-là, aie un bon portefeuille entre actions et obligations, hein, et tu peux du coup regarder quel État fait bien les choses. Là, tu as l'État, je sais pas, les Russes font bien les choses, les Chinois font bien les choses, tu as les Éthiopiens qui ont tous les jours une belle croissance économique, tu as les Indiens qui actuellement sont en train de faire plein d'argent, tu regardes en Amérique, tu vois si les gouvernements font bien les choses, et là tu investis en obligations, et de l'autre côté tu investis en actions, et là tu essaies d'avoir une bonne balance, aussi simple que ça.
et après, tu t'en mets plein les poches. Et les actions, c'est bien mieux que l'immobilier. Parce que l'immobilier, tu sais, tu te rends compte que c'est bien jusqu'à ce que tu te rends compte que tu dois toutes les années payer des taxes. Il faut ensuite gérer. Il faut ensuite payer pour la maintenance. C'est lourd, tu peux pas te déplacer. C'est-à-dire que tu dois rester dans un pays. Ça te bride ta liberté. Alors que les actions, c'est frivole. Tu la vends, tu la changes, tu la revends, tu regagnes et j'en passe. Forme-toi et apprends plutôt comment ça se passe sur les marchés financiers, plutôt que d'économiser et de mettre l'argent sur ton lit en tant que bon Français. Aussi simple que ça. En France. En France, oui. C'est les actions qui restent le plus rentable. Ok. Mais parce que ça peut, enfin, l'immobilier, ça paraît très concret. On se dit, bah, j'investis tant. Je sais qu'à la fin, j'aurai. Je dis pas que c'est pas rentable. Non, mais je dis La pas. question, c'était quel est le plus rentable. Justement, parce que quand on parle des actions et d'investir et de où placer son argent, c'est vrai que parfois, on a du mal à se figurer le fait que bah, on a notre argent qui travaille. Par exemple, le livret A, bah, tu me dis, ça finance les logements sociaux, ça finance aussi l'armement. Tu vois ce qu'il est en train de dire, c'est scandaleux. Les amis, je sais même pas si quelqu'un regarde cette vidéo, honnêtement. Je parle tout seul, c'est pas grave. Les amis, lorsque vous investissez, que ce soit dans l'immobilier, dans les actions, dans les obligations, en private equity, je ne sais pas, regardez toujours le taux d'intérêt qui vous est proposé et comparez-le au taux d'intérêt de l'économie. Au taux de croissance, excusez-moi, au taux de croissance du contracteur de cet emprunt. Hein. C'est-à-dire que vous avez le livret A qui contracte le prêt, qui demande à se faire prêter, c'est l'État. Comment voir le taux de croissance de l'État ? Bah, tu regardes tout simplement le PIB. Le taux de croissance de la France, on a 0%. Taux d'inflation, catastrophique. Et ensuite, derrière, tu as le livret A qui va te proposer du 1%. Quand tu fais le calcul, il y a un déficit. Donc, les calculs ne sont pas bons. Un autre exemple, tu as Apple qui veut de l'argent. Tu regardes, Apple te propose quoi ? 3% ? Ok. Quel est le taux de croissance d'Apple à l'année ? Ils sont à quoi ? 4% ? Ok. Là, il y a du bénéfice. Je me prends 1%, donc ça va. Par contre, si Apple avait un taux de croissance de 2%, non, Apple, je ne veux pas. Aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, les amis, tout ça, c'est gratuit sur Internet quand même. N'investissez jamais sur le livret A. Faisons simple. N'investissez en rien en Occident pour ce qui est des gouvernements. Ils font tous n'importe quoi. Ils ne respectent pas votre monnaie. Ils ont mis en faillite les États. Là, maintenant, ils vont foutre en faillite vous. Parce que les banques n'ont plus d'argent et il faut qu'ils aillent chercher cet argent pour rembourser leurs dettes extérieures. L'Amérique, toute sa dette est à l'extérieur. La France, toute sa dette est à l'extérieur. Il faut bien qu'ils aillent chercher cet argent pour le rembourser. Vu que les banques n'ont plus d'argent, l'argent, ils vont aller le chercher chez vous. Donc, n'investissez jamais sur tout ce que les gouvernements proposent. Jamais. Moral ou pas moral, on s'en fout parce qu'ils ont parlé de la guerre tout à l'heure, on s'en fout. On parle d'argent, on parle de business. N'investissez jamais dans tout ce que les États proposent aujourd'hui à ce jour. Et même les États qui font bien les choses comme l'État norvégien, parce que là, la Norvège est en excédent, parce que la Norvège, elle a du pétrole, et ce pétrole, elle le réinvestit correctement, parce que la Norvège a le gouvernement norvégien a l'un des placements financiers qui fait le plus de bénéfices dans le monde. Hein. Malheureusement, la Norvège, la Suisse aussi, la Suisse, sa monnaie augmente tout le temps parce que les gens cherchent des solutions et ils se rendent compte que l'économie suisse, elle fonctionne parfaitement parce que la Suisse fait parfaitement le capitalisme. Et du coup, tout le monde veut sa monnaie. Du coup, la Suisse est obligée de racheter derrière du dollar pour essayer de faire en sorte que sa monnaie n'augmente pas. Malheureusement, le problème de ces pays-là, c'est que ces pays sont trop petits. Donc, ils n'ont pas assez de monnaie à disposition. Il n'y a pas assez de couronne norvégienne. Il n'y a pas assez de francs suisses. Donc, pour faire très simple, n'investissez en rien pour ce qui est des gouvernements occidentaux. Pas de livret A, pas d'assurance vie, pas d'obligation d'État française, rien. Moi, je me dis, je vois mon compte de livret A, je vois mon argent, il n'a pas bougé, comment ça finance ? Donc, c'est ce truc-là qu'on a du mal à comprendre. Alors que quand on investit dans la pierre, on se dit, je mets tant,
j'ai ce logement, c'est très clair, c'est concret, et donc je comprends C'est physique. où j'investis. Exactement, c'est Et même pour la pierre, comme ce qu'il vient de le dire, même pour la pierre et l'immobilier, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir sans comprendre la géopolitique des choses. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir sans comprendre l'économie réelle des choses. Même l'immobilier, si on vous propose une plus-value de 2%, comprenez aussi derrière la géopolitique des choses. Je viens de le répéter, le gouvernement français fait n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, il viendra vous chercher votre argent. Même si vous faites une plus-value en immobilier, il viendra vous dépouiller. Il viendra vous dépouiller. Il viendra vous dépouiller votre plus-value de 2% ou de je ne sais combien de pourcents en immobilier. C'est et je comprends que palpable. j'investis. Et du coup, tu me parlais des actions. Concrètement, c'est accessible à tout le monde d'investir dans les actions, parce que moi, depuis que je suis petit, je me dis ouais, c'est pour les financiers, les traders. J'investis, je crie ouais, je veux telle action, telle action. C'est un peu l'image qu'on a dans l'univers populaire, mais Ta question, elle porte sur le fait de techniquement pouvoir acheter une action, ou elle porte sur le fait de et je sais pas laquelle acheter. non, c'est techniquement. En fait, ça fait le lien avec ce que je te disais sur la pierre, dans le sens où si je veux acheter un appartement ou une maison, ça me paraît facile et compréhensible. Si je veux acheter une action, ça me paraît assez lointain et pas très. Je sais pas comment faire en fait. Je vais quoi? Si je vais sur un marché boursier, je toque où? Je fais comment? Alors, tu toques à la porte de soit d'une banque, soit d'une plateforme d'épargne. En plus du livret A, de l'assurance vie, du compte courant. Fais jamais ça. Pas de livret A. Les seules choses dans lesquelles tu dois investir en Europe, je dis bien en Europe, c'est potentiellement la Norvège, la Suisse et les entreprises européennes qui font du bénéfice hors du pays. Principalement la France, parce que l'impôt français, comme je l'ai dit, est territorial. La France ne peut imposer les compagnies françaises que sur l'argent qui a été gagné en France. Donc, c'est les seules entités où tu pourrais essayer de gagner, où tu pourrais essayer de voir comment investir. La Norvège, la Suisse et les entreprises européennes qui font bien les choses. LVMH, Total, il y a peut-être des entreprises anglaises, Shell, il y a peut-être des entreprises hollandaises, il y a peut-être des entreprises allemandes. Il y a des entreprises allemandes qui réussissent à faire beaucoup d'argent en Asie en vendant des robots dans des grandes compagnies industrielles pour faire des poids lourds, je ne sais quoi. Ok. Le reste, non. Non, non, non et non. Courant, t'as des enveloppes, t'as des types de comptes qui te permettent d'acheter et de vendre des actions. Je pense notamment au compte titre, qui est le compte le plus répandu en France, et le PEA, qui est la même chose, mais avec des contraintes et un avantage fiscal. PEA, c'est plan d'épargne en action. Ok. Donc ça, je décide d'en ouvrir un si je veux. Si tu veux investir dans des actions françaises ou européennes. D'accord. Okay. Et tu vas avoir un avantage fiscal, mais tu auras aussi des contraintes, c'est-à-dire que tu peux investir que dans des actions françaises ou européennes. D'accord. Tu peux pas aller acheter des actions Apple, par exemple. Avantage fiscal parce que tout leur... Voilà, donc ça ne sert absolument à rien. Si tu peux pas acheter ce genre d'action, ça sert à rien. On est baisés en France. On est baisés en France. Et même les banques, hein, tu sais, les gouvernements interdisent officiellement que tu puisses investir en Asie. Tout l'argent du monde est en Asie. Tu peux même pas investir en Amérique. On est baisé, mais t'as aucune idée. Apple fait du bénéfice tous les jours et toi, tu peux pas investir sur Apple. C'est exactement pour cette raison que on est dans la merde. On est dans la merde, mais laisse tomber. L'argent que je vais investir, je vais payer des impôts dessus? Oui, okay. Quand tu réalises un gain, exactement comme quand tu touches des intérêts, si tu veux, hormis pour le livret A et d'autres livrets réglementés sur lesquels tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, sur tout ce que tu génères en termes de gains, que ça soit en bourse, que ça soit en immobilier également, partout, tu as une taxation à l'impôt sur le revenu. Okay. Concrètement, voilà, tu vas taper à la porte d'une banque, tu vas taper à la porte d'une plateforme d'épargne, donc pour le coup, tu tapes plutôt sur ton téléphone, et ensuite tu peux, honnêtement, c'est très simple, en 3 clics. Ok. Et cette vidéo est d'intérêt public. Si tu as mon âge, si tu as moins de 30 ans, tu dois à tout prix maîtriser ce genre de sujet. Parce que tu n'auras pas de retraite. Tu n'auras pas de retraite. Tu peux en être sûr.
3 clics. Une fois que tu as ouvert ton compte, c'est en Donc tu devras t'occuper toi-même de ta retraite en faisant les bons coups en investissant. 3 clics. Et le compte, c'est long à ouvrir ou c'est... Bah, c'est comme tout compte Ok. bancaire, si tu veux, il y a différents process, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, où tu dois remplir les informations, qui tu es, on vérifie ta pièce d'identité, on vérifie ta résidence fiscale. Ok. Donc c'est très standardisé. Hein. Donc n'importe qui peut investir. N'importe qui peut acheter des actions. Il faut pas Majeur, avoir, mineur. il faut avoir un certain... Ouais, n'importe qui peut acheter des actions, mais quelles actions? La meilleure chose que tu peux faire le jour où tu as un enfant, c'est à sa naissance, tu lui achètes des actions. On peut acheter des actions pour quelqu'un d'autre. Pour un... Non, alors, oh là là, Jésus-Christ. La meilleure chose que tu peux faire pour ton enfant, c'est de bien l'éduquer, hein, pour qu'il soit un bon travailleur. Et de bien l'éduquer d'ailleurs aussi pour qu'il puisse savoir comment investir. Pour un mineur, parce qu'un mineur, ici. Et quand je parle de bon travailleur, je parle pas de travailler comme un ouvrier. Hein. Je parle de travail intelligent. C'est-à-dire développer les compétences qui seront utiles pour le monde de demain. Comment il fait pour acheter des actions, du coup? Bah, c'est toi qui Ok. gère ses comptes. Et après, je lui transférerai... Ok. Hein, n'investis jamais par pitié, n'investis mais jamais ton argent pour ton gamin hein, demain qui naît, hein, parce que je sais pas si tu as compris la dynamique des choses, hein, mais tu vois la beauté du capitalisme, c'est que le capitalisme respecte une loi qui s'appelle le darwinisme, hein, c'est-à-dire que celui qui perdure est celui qui s'adapte sans arrêt. C'est exactement pour cette raison que les 100 entreprises les plus riches d'il y a 100 ans ne sont absolument pas les 100 entreprises les plus riches d'aujourd'hui, parce qu'il y a des grosses entreprises qui sont devenues des mastodontes, qui n'avancent pas assez vite, qui ne s'adaptent pas assez rapidement et qui disparaissent. C'est exactement ce qui va se passer avec Apple. Apple, c'est une entreprise qui va disparaître parce qu'Apple n'est pas capable d'innover pendant que ChatGPT est en train de grossir du jour au lendemain. Imagine une entreprise qui fait tellement de milliards et qui n'est pas capable de développer Siri correctement. Donc, ne fais jamais cette erreur parce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain. C'est-à-dire que tu auras investi sur une action d'entreprise qui aura peut-être fait faillite du jour au lendemain, alors que tout t'allait bien au moment où tu as investi. Et derrière aussi, tu ne sais pas tu ne sais pas aussi à quoi ressemblera la monnaie aussi demain. C'est-à-dire que actuellement, on est en train de se débarrasser du dollar dans le monde. Hein, je pense que tu es au courant que l'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé son contrat avec les États-Unis d'Amérique. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec le dollar. L'euro est une fausse monnaie. Donc, au bout d'un moment, tu auras les États européens qui diront stop, on arrête. Donc, non, jamais, n'investis jamais dans des actions, s'il te plaît, pour ton gamin lorsqu'il naît. Par contre, après, les actions asiatiques comme les actions chinoises, peut-être. Parce que la Chine fait bien les choses. Mais même si, ne fais pas ça. Investis par contre tout ton argent pour bien éduquer ton gamin. Par pitié. Mais du coup, c'est pas... J'imagine il faut un certain capital financier. Enfin, faut Non. de l'argent pour dire... Non. Je risque de mon argent, parce que c'est assez risqué, on pourra en parler, mais je risque de mettre de l'argent dans des actions. Oui. Mais si j'ai pas d'argent, bah, je risque de perdre tout mon pécule financier. Est-ce qu'il faut déjà du capital pour pouvoir acheter des actions en France? Non. Tu peux, grâce à des plateformes d'épargne comme la nôtre, maintenant dire, moi je veux 40 €, 50 € d'actions LVMH. Et tu peux même automatiser ça. Okay. Dire, moi tous les mois, tu me mets 30 ou 40 € sur une action LVMH. Et ainsi de suite. Et ça, c'est 3 clics. Ok. Mais je risque de les perdre. Bah, c'est bien, au moins tu peux investir sur LVMH, sur Trade Republic. Ça, c'est bien. Mais 30, si l'action LVMH va à 0. Ça, c'est un risque qu'on mesure, comment on sait ou... Après, est-ce que tu as confiance dans l'industrie française quand tu fais ça? Est-ce que tu as confiance dans le secteur du luxe? Là, tu es déjà dans un niveau. Alors, le secteur du luxe, tu peux entièrement lui faire confiance, tout simplement parce que LVMH, 90% de son chiffre d'affaires se fait en Asie et que l'argent du monde entier est en train de partir en Asie. Donc, étant donné que les Asiatiques s'enrichissent, eh bien, comme tout bon être humain, ils voudront un peu se faire plaisir. Et donc, du coup, acheter des articles de luxe. Donc, tu peux faire totalement confiance en LVMH parce que il n'y a personne, il n'y a aucun énarque politicard de merde dans le conseil d'administration de LVMH. Bernard Arnault est un entrepreneur compétent et Bernard Arnault fait son argent en Asie. Donc, vas-y. Niveau de réflexion qui est plus celui d'un méga débutant, si tu veux.
Il y a d'autres solutions pour les débutants où en fait tu te poses pas cette question. Si tu dis moi j'ai bien compris qu'en fait si je voulais avoir du rendement, si je veux que mon argent génère un peu d'autre argent et ainsi de suite pour pouvoir être bien à la retraite, j'ai compris que je devais l'investir sur les marchés financiers. J'ai compris que je devais acheter des actions parce que c'est ce qui rapporte le plus à long terme. Mais ça, on va parler justement, parce qu'on n'a pas parlé justement de ce qui rapporte le plus ou pas. Mais par rapport à l'immobilier, tu sais la question d'avant. Ouais, si tu restes longtemps investi, c'est les actions qui te permettront d'avoir la meilleure performance sur ton argent. Une fois que tu as compris ça, tu as des produits qui te permettent au final de pas avoir à choisir dans quelle action tu investis. Ça s'appelle un ETF. L'acronyme est anglais. Donc... Et vous devez aussi comprendre une chose, les amis, lorsque vous allez vous former, parce que vous aurez vu ma vidéo et vous allez commencer à vous former. Vous devez aussi comprendre une chose avec l'immobilier. L'immobilier fonctionne lorsqu'une monnaie est sous-évaluée. Exactement comme en Chine. Parce que les Chinois, c'est comme les Français. Il y a une forte culture de l'immobilier en Chine. Les Chinois n'ont pas une grosse culture des marchés financiers comme les Américains, exactement comme les Français n'ont pas une grosse culture des marchés financiers comme les Américains. Mais il faut une forte monnaie et sous-évaluée pour que l'économie chinoise, pour que le marché de l'immobilier fonctionne correctement. Avec une monnaie sous-évaluée, tu peux faire de l'intérêt, tu peux mettre en place des taux d'intérêt plus facilement. Avec une monnaie sous-évaluée, la construction de bâtiments, ça va plus vite parce qu'il faut que tu exportes ou que tu importes, il faut que tu exportes. C'est une économie très lourde pour faire des bâtiments et j'en passe, et ensuite faire du taux d'intérêt. Il faut une monnaie sous-évaluée parce que pour que l'immobilier se développe, tu dois avoir une économie qui bouge rapidement. Et une économie qui bouge rapidement est une économie avec une monnaie sous-évaluée. Balance commerciale, exportation, à foison, importation. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'est l'euro, mais l'euro est une monnaie surévaluée comparée à l'économie française, comparée au franc français. Donc là, pour l'instant, les Français sont contents d'avoir de l'euro. Ça leur permet de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire qu'un Français de base aurait eu normalement plus de mal à acheter un iPhone s'il avait eu du franc français plutôt que de l'euro. Derrière, il y a des conséquences. C'est pas gratuit. Il y a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il se passe que la dette française ne fait qu'augmenter. Parce que qui paye pour vous, là ? Le fonctionnaire qui est content d'avoir son iPhone, qui paye pour toi ? C'est l'entrepreneur qui paye pour toi. Mais l'entrepreneur, pour lui, c'est trop cher l'euro. Donc l'entrepreneur, il est obligé d'aller ailleurs, là où ça coûte moins cher, pour faire des marges. Et donc du coup, pour que toi, tu puisses continuer d'acheter ton iPhone, il faut quand même qu'il ait toujours de l'argent. Et donc du coup, qu'est-ce que fait l'État ? L'État s'endette pour toi, qui va acheter ton iPhone correctement. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Et donc du coup, pour l'instant, tu es content que l'immobilier fonctionne pour toi parce que tu as de l'euro, on te présente des taux d'intérêt, mais ça ne va pas fonctionner longtemps parce que ta monnaie est surévaluée. Donc, une raison de plus pour te faire comprendre que l'immobilier, sur le long terme, ce n'est pas vraiment une solution viable. Donc, je vais pas te le faire. Par contre, je te résume assez simplement. C'est un panier d'actions. Okay. Qui peut en contenir 1500, 2000, 3000. Et en fait, quand tu achètes l'ETF, tu achètes une fraction de toutes les actions. 50 € d'ETF à peu près. Tu peux acheter 50 € d'ETF et tu auras une fraction des 2000 actions qui sont dans l'ETF. Okay. Et donc, tu n'as plus besoin de choisir. Tu n'as plus besoin de te dire, moi, je pense que celle-ci, elle va monter, moi, je pense que celle-ci, elle va descendre ou autre. Non. Là, tu les achètes toutes. Si tu crois que le monde va continuer de croître, comme il l'a fait depuis une centaine d'années. Ouais, le monde occidental, absolument pas. C'est la dette qui croît, mais c'est une dette c'est une dette de consommation. C'est pas une dette d'innovation. Donc attention. Et ben dans ce cas-là, t'achètes ça et ça ta performance va être sensiblement celle de la croissance mondiale. Parce que depuis tu dis une centaine d'années, la bourse n'a fait que croître malgré les crises, etc. C'est pas la bourse n'a fait que croître. T'as des années, tu peux faire plus 30. T'as des années, tu peux faire moins 30. T'as des années, tu peux faire plus 10 et ainsi de suite. Pourcentage par an. Par contre, si... Faites très attention à ce qu'il est en train de dire, les amis, parce que les ETF, comme il vient de le dire, c'est un panier d'actions. Mais vous voyez, le monde occidental va très, 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 très mal. Et vous voyez, par exemple, les principaux ETF des États-Unis reportent sur
une dizaine d'entreprises qui font du bénéfice pendant que le reste des entreprises survivent à peine. Quelle est cette dizaine, quelles sont ces dizaines d'entreprises qui font du bénéfice? Les GAFAM. Non, même pas. Sony, c'est japonais. Donc Apple, Microsoft, Tesla, et j'en passe. C'est grâce à ces entreprises que vous avez les marchés financiers qui perdurent. Hein, si vous voyez les grands mastodontes comme Warren Buffett, vous regardez leur portefeuille d'actions, ils ont beaucoup d'actions de ces entreprises. En France, c'est pareil. En France, dans le CAC 40, on a très peu d'entreprises qui qui derrière supportent tout ce climat anxiogène des marchés financiers français. Donc, vous devez prendre cela en considération. Hein. Même les ETF, faites très attention. Très, très, très attention. Si tu restes investi sur 15-20 ans, peu importe la période que tu prends dans le passé, si tu remoyennes tout ça, tu es environ à 7,5% par an. Voilà. Quand l'immobilier, tu es plutôt à 6,5%. Justement, c'est la question que je veux te poser, c'est quel intérêt de mettre son argent en bourse, même dans l'immobilier, etc., en se disant, finalement, j'ai mon argent, il est sur mon compte en banque, bon, certes pas rémunéré, mais pourquoi j'irais le mettre en bourse? Pourquoi j'irais risquer de gagner plus d'argent plutôt que de le laisser sur mon compte en banque? Oh, mais le siècle, c'est question. On a dit que la monnaie perd en valeur tous les jours et qu'il y avait de l'inflation tous les jours. Lorsque déjà, il abuse aussi. Il vient de te dire que le banquier est en train de te prendre ton argent et qu'il ne respecte pas ton argent. Si tu mets de l'argent en banque, déjà de 1, c'est une reconnaissance de dette. La banque, elle fait ce qu'elle veut de cet argent. Hein, d'accord? La banque fait ce qu'elle veut de cet argent. Si la banque fait n'importe quoi avec ton argent, tu le reverras pas. Hein, on a vu des gens qui ont perdu leur argent de cette manière. De 2, il y a l'inflation. Donc, on a imprimé trop de monnaie. Donc, la monnaie a perdu en valeur. Donc, tu as laissé 10 000 euros le jour 1. Le jour 365e jour, c'est plus 10 000 euros qui te restent, c'est 8 000 euros. Avec les actions, lorsque tu comprends lorsque tu comprends les règles du jeu des marchés financiers, avec les actions, tu peux faire une plus-value qui est au-dessus du taux de croissance, du taux d'inflation, hein, de la France, ou bien de l'euro, ou bien du marché occidental. Je sais pas, si tu as un taux d'inflation de 7% et que toi derrière avec des actions tu as réussi à faire un 10%, et ben les 10 000 euros, il reste 10 000 euros plus 3% de différence. C'est pour cette raison qu'il est important d'investir derrière. Vous devez investir. Et ça, vous pouvez être sûr de le faire, pas en immobilier. En immobilier, c'est un taux un peu plus fixe. Alors qu'avec les actions, avec une stratégie bien réfléchie, votre argent, vous le protégez. Donc en fait, si tu fais rien, ton argent, elle meurt. C'est-à-dire, pourquoi il meurt? Elle disparaît pas. Par contre, il y a un phénomène qui se passe, et on en parle un peu beaucoup dans l'actualité actuellement, mais c'est l'inflation. Okay. L'inflation, en 2 mots, c'est la hausse des prix. Ça mesure la hausse des prix des produits de consommation de base. Donc, ça peut être le prix des pâtes, ça peut être le prix de l'énergie, le prix de l'essence. Et une chose sur l'inflation, ils vous mentent. Ils vous mentent sur le chômage, ils vous mentent sur l'inflation, ils vous mentent sur le PIB, ils vous mentent absolument sur tout. Ils vont vous annoncer un chômage à je sais pas combien, 3-4%, c'est faux. Ils font des manipulations dans le calcul du taux de chômage en ne prenant pas en considération une partie de la population française. Il se passe exactement la même chose avec le taux d'inflation. Ils vont vous annoncer un taux d'inflation de je sais pas moi, 2%, je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe à ce niveau-là, parce que moi justement je me forme pour protéger mon argent. Ils vont vous annoncer un taux d'inflation de X, alors qu'en réalité, le taux d'inflation est bien plus élevé que ça, parce qu'ils trafiquent leur prix pour vous rassurer dans les médias. Mais je pense que vous n'êtes pas si con, parce que vous le voyez quand vous achetez vos pâtes, quand vous achetez votre PQ, quand vous allez payer votre essence. À quel point c'est absolument pas le taux qu'ils annoncent. Et dernièrement, qu'est-ce que je voulais dire dernièrement? Ils vous mentent aussi pour le PIB. Pour le PIB, il vous mente, il vous dit que le PIB a augmenté alors que ce n'est que de la dette de consommation, donc c'est de la dette pour rembourser les anciennes dettes. Et la dernière chose que je voulais dire, justement, lorsque Bruno Le Maire vous dit « on a sauvé l'économie française, on s'est endetté pour vous sauver », comprenez que la dette va être remboursée. La dette, ce n'est que de l'impôt différé. Qui va rembourser cette dette? C'est vos petits-enfants, ou bien c'est vous plus tard. Hein, ils vous ont sauvé maintenant, mais plus tard, il faudra payer les pots cassés. Hein. Donc, comprenez aussi tout cela lorsqu'on parle d'inflation. Quand les prix augmentent, au final, avec ton argent, avec la même somme d'argent, tu peux acheter moins de choses. Okay. Voilà l'exemple de la baguette de pain.
Est-ce que les salaires augmentent pas en conséquence justement de l'inflation? C'est se dire les salaires restent les mêmes mais les prix augmentent? Alors aussi une autre chose pour les salaires, les amis. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez naïves et se croient malins lorsqu'ils disent qu'il faut qu'on augmente le SMIC en France. Augmenter le SMIC en France est le meilleur moyen de créer la faillite chez les entrepreneurs. Et je ne sais pas si vous le savez, nous avons 65% des fonctionnaires en France qui vivent grâce aux entrepreneurs. Et je ne sais pas aussi si vous le savez, le gouvernement s'en met plein les poches grâce aux entrepreneurs. Pas grâce à la dette, parce que la dette, ils empruntent pour la rembourser, mais les entrepreneurs, lorsqu'ils prennent leur argent, c'est du bénéfice net pour l'État. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis embrouillé, voilà. Je me suis embrouillé. Attendez que ça revienne. Qu'est-ce qu'il disait? C'est ça qui fait la différence? Tu penses que les salaires augmentent Voilà, et les SMIC. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'était que le SMIC, ce n'est absolument pas la solution. Ce n'est absolument pas la solution. Déjà de 1, pour arranger les choses, parce que augmenter le SMIC, vous allez en faire en sorte que les entrepreneurs fassent encore plus rapidement faillite. Déjà qu'ils le font, on a des entreprises qui sont fermées tous les jours. Déjà, qui font déjà faillite, avec l'augmentation du SMIC, les faillites vont s'accélérer davantage. Et de 2, ça, c'est d'un point de vue économie réelle, et de 2, ils n'augmenteront jamais le SMIC, les politicards, d'eux-mêmes, sans même prendre en considération les entrepreneurs, ils n'augmenteront jamais le SMIC à ce niveau-là. Donc n'attendez pas que vos salaires vous sauvent lorsque vous le déposez à la banque. En fonction de l'inflation? Je sais pas. Non, c'est pas le cas. L'inflation augmente, ton épargne n'augmente pas en fonction. Quand je dis déposer à la banque, je parle par rapport à l'inflation. De l'inflation. Ouais, actuellement, on est à 3,6 là au moment où 3,6 on se parle, pour 100 par an. Non, c'est l'inflation actuelle. Ah oui, donc les prix augmentent de 3,6% par an actuellement, au moment où on se parle. Okay. Ton livret A, il te rapporte 3%. Donc c'est bien, tu as réussi à compenser une partie de cette inflation-là, mais tu perds quand même de l'argent. Oui, parce qu'avec tes 1000 euros de livret A, avant tu pouvais t'acheter une centaine ou un millier de baguettes de pain, bah après tu pourras t'en acheter que 900. L'exemple n'est pas très bien formulé si tu veux, mais ça peut marcher avec les voitures, ça peut marcher avec tout. Tous les prix augmentent en fait. Et si ton épargne n'augmente pas au même niveau, voire plus que l'inflation, la réalité c'est que tu t'appauvris. Donc si je laisse mon argent sur mon compte en banque, je m'appauvris. Oui, parce que ton argent meurt. Donc j'ai pas le choix, entre guillemets, c'est ce que tu dis, on n'a pas le choix de l'investir, que ce soit dans des actions ou d'autres placements financiers. T'as pas le choix. Sinon tu seras plus pauvre à la fin que maintenant en fait. Ok, mais ça, c'est quelque chose justement qu'on nous dit pas, qu'on nous apprend pas. Ah bah non. Et l'important. Est-ce qu'il y a que les financiers qui le savent? Comment on fait en sorte que les Français sachent ça aussi? Parce que les Français comment? Il y a des questions. Les Français le savent. Tu vois, sur Internet, c'est donné. Moi, je l'ai appris grâce à Internet. Donc, la vidéo est terminée. Parce que je vais pas non plus faire 15 heures sur cette vidéo. Si tu es sur ma chaîne YouTube principale et que tu as regardé ces vidéos, tu sais exactement ce que je vais te dire. 1. Tu fais du high ticket. Parce que, avec tout ce climat que j'ai pu t'expliquer dans cette vidéo, l'inflation, Macron qui va aller à la guerre, donc l'euro va doublement perdre en valeur. Donc tu vas investir en immobilier, tu vas faire ton malin alors que tu vas perdre de l'argent. L'énergie coûte cher. L'euro n'est pas une monnaie. Pour toutes ces raisons, lorsque tu vas vouloir créer un business et t'en sortir, le seul moyen pour toi de t'enrichir, c'est de faire du high ticket. High ticket en e-commerce, high ticket en vendant des services ou des programmes d'accompagnement, je ne sais pas, tu dois faire du high ticket. Tu ne peux pas être riche en Occident en vendant des trucs peu chers. Et tu ne peux pas et penser être riche en faisant des startups, c'est pas intéressant. Nous, on veut de l'argent maintenant parce que ça sent le roussi aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ça sent déjà le roussi. Donc, on veut de l'argent maintenant. Donc, le moyen le plus rapide de s'enrichir, c'est en faisant du high ticket. Il y a des techniques que tu peux développer grâce à ma chaîne YouTube. Et deuxièmement, lorsque tu t'enrichis et que tu auras écouté tous les conseils que je viens de te partager et que ce patron de banque t'a aussi partagé, deuxièmement, tu te formes comme je suis en train, moi, d'apprendre tous les jours pour bien investir ton argent.
Donc, 1, tu développes tes compétences en étiquette, en marketing. Et 2, tu apprends à investir ton argent. Très bonne journée.